Bonjour, alors dans ce chapitre 3 sur la loi de Beer-Lambert, on va voir quel peut être l'intérêt de mesurer l'absorbance d'une solution, à savoir que l'absorbance c'est la capacité qu'aura une solution colorée à absorber une longueur d'onde en particulier. On va voir quels sont les intérêts d'une mesure d'absorbance par rapport à un moyen visuel pour essayer de quantifier une concentration en substance colorée. Allez, c'est parti. Alors avant de commencer, on va faire deux petits rappels. Premier rappel, c'est sur la concentration massique. Pendant que vous regardez la vidéo, vous pouvez mettre pause et essayer de vous rappeler de la relation pour calculer une concentration massique. Je vous aide un petit peu, l'unité c'est un gramme par litre. Donc normalement avec ça, vous devriez retrouver la formule. Donc voilà la formule qu'il fallait trouver. Donc bien sûr, comme c'est en grammes par litre, c'est des grammes sur des litres, autrement dit une masse sur un volume. Même raisonnement pour la concentration molaire. Donc cette fois l'unité c'est du mol par litre. Donc la formule, bien sûr, ça va être la quantité de matière sur le volume, donc des mols sur... Comment mesurer la concentration d'une solution colorée? Donc vous pouvez voir à l'écran qu'on a préparé par exemple une solution une gamme étalon en fait, avec du permanganate de potassium qui est de couleur magenta comme vous le savez maintenant. Donc toutes ces solutions ont des concentrations parfaitement connues et on avait vu en TP qu'on pouvait essayer de trouver par méthode visuelle en fait la concentration d'une solution inconnue. Donc tout simplement en essayant de mettre au bon endroit sur la gamme étalon la solution de concentration inconnue et essayer d'encadrer en fait cette concentration. Ça c'est la première méthode. On comprend assez facilement que la méthode est assez approximative et que si on s'est un peu trompé en manipulant pour faire une dilution sur une ou deux solutions, ça peut vraiment poser des problèmes de précision. Donc on va essayer de voir s'il n'est pas possible d'avoir une meilleure technique pour trouver cette concentration. Alors un petit peu de réflexion du coup pour voir quelle méthode on pourrait utiliser. Souvenez-vous, la couleur d'une solution, elle résulte de la superposition des radiations non absorbées de la lumière blanche. Hein, ça c'est ce qu'on a pu voir l'année dernière et puis en physique aussi cette année. Donc on avait vu également que sa couleur complémentaire était celle de la radiation absorbée. Souvenez-vous, on avait vu l'exemple justement de la solution de permanganate de potassium de couleur magenta. Donc forcément la solution magenta absorbée dans le verre. Donc comment est-ce qu'on pourrait se servir de ces informations pour trouver la concentration d'une solution colorée, sachant qu'on possède déjà une gamme étalon. Donc je répète, une gamme étalon, ce sont plusieurs solutions de la même substance colorée mais à des concentrations connues et différentes. Donc on avait vu en activité que quantifier l'absorbance de toute la gamme étalon pouvait être utile pour tracer une droite d'étalonnage. Donc maintenant, reste à savoir comment mesurer cette absorbance, avec quel outil et comment régler l'appareil surtout pour... Alors l'appareil en question s'appelle un spectrophotomètre. C'est un appareil qui va pouvoir envoyer une longueur d'onde monochromatique, d'accord, une seule longueur d'onde, sur une solution colorée et qui va mesurer donc à quel point cette substance est capable d'absorber les radiations lumineuses. Donc on voit l'opérateur ici qui intègre une cuve, hein, ça s'appelle comme ça, une cuve. Et donc ici on peut voir schématiquement une intensité lumineuse I0 qui arrive et une intensité lumineuse I1 qui ressort. Et on peut voir également que le faisceau lumineux est un peu moins intense, qui attesterait de l'absorbance de la solution. Ça, on va voir après. Donc là, il faut se poser la question, comment l'appareil fait pour sélectionner une seule longueur d'onde? Eh bien, en fait, il utilise ce qu'on appelle un monochromateur. Donc là, on peut voir une source polychromatique, une ampoule, d'accord, une fente ici qui va permettre de sélectionner la directivité du faisceau. Et ensuite, le monochromateur, donc ici, c'est modélisé par un prisme, ça peut être aussi un réseau. Et donc, comme vous le savez, le prisme décompose la lumière, donc en tournant, il va pouvoir envoyer la bonne longueur d'onde sur la cuve. Et ensuite, il y a un détecteur qui va mesurer justement l'intensité I1 et qui va nous donner l'absorbance qui correspond. Alors, on a compris maintenant comment la machine allait faire pour choisir une seule longueur d'onde à émettre. Mais regardez, si on regarde cet exemple de permanganate, qui est de magenta, on a vu tout à l'heure qu'il était magenta, puisque sa couleur complémentaire était le vert, et que donc c'était le vert qui était absorbé. Bon,
Mais regardez un peu, si je regarde le spectre de la lumière blanche, le vert, c'est pas une seule longueur d'onde, c'est pas monochromatique, c'est toute une bande qui est verte. Entre 500 et 570, admettons, par exemple. Mais il faut en sélectionner qu'une seule. Donc, il faut faire un réglage plus fin de l'appareil, on est d'accord. Alors, comment connaître la longueur d'onde à utiliser? On va regarder ça avec un exemple concret. Pour changer un peu du permanganate, on va considérer une solution de diode, qui a une couleur de jaune à brun, selon la concentration. Et on va voir donc comment choisir cette longueur d'onde. Alors voilà une animation super que j'ai trouvée sur internet pour bien comprendre le fonctionnement et le principe de la mesure. Donc ça montre une vue un petit peu différente de l'appareil. On va le mettre en marche pour bien comprendre comment il fonctionne. Ici, vous voyez la lumière blanche qui arrive. Lumière blanche, ça veut dire lumière polychromatique. Ici, on voit qu'il y a un faisceau rouge qui sort de ce cube, donc c'est le monochromateur. Et ici, c'est le petit curseur qui va nous servir à choisir la longueur d'onde qu'on va envoyer. Ici, on retrouve un jeu de miroir qui va servir à séparer en deux le faisceau incident. On va voir pourquoi tout à l'heure. Et ici, on voit que ces deux faisceaux arrivent sur un capteur. Enfin, sur deux capteurs indépendants. Donc, j'ai dit qu'on se plaçait dans le cas d'une solution de diode. Donc, ici, j'ai le choix entre du permanganate de potassium ou du diode. Je prends donc le diode. On peut voir que la petite animation a placé sur le faisceau de gauche une cuve qui contient du solvant et sur la cuve de droite une cuve qui contient le solvant et dans ce solvant du diode qui a donc coloré la solution on va dire jaune quoi, à peu près. Alors à quoi sert le blanc? En fait, il faut expliquer à la machine que même si le solvant tout seul absorbe un peu de radiation lumineuse, c'est pas cette absorbance là qui nous intéresse. On verra plus tard que l'absorbance est une grandeur additionnelle, donc il ne faut surtout pas que l'absorbance due au solvant s'additionne à l'absorbance qui nous intéresse. Bon, on peut discuter pour savoir si c'est vraiment grave ou pas, mais on en parlera en cours. Bref, donc la question c'est comment je choisis ma longueur d'onde. Ici, vous voyez avec le petit curseur, je vais pouvoir bouger ma longueur d'onde, la sélectionner. Là, j'ai la valeur de la longueur d'onde et surtout ici, j'ai la valeur de l'absorbance. Donc regardez ici la valeur de l'absorbance et le comportement du faisceau lumineux après être passé par la solution de diode. Alors c'est parti. Je diminue la longueur d'onde, on peut voir que l'absorbance augmente un petit peu, ça augmente un peu plus. Et là, hop, vous voyez, l'absorbance augmente beaucoup et surtout ici, je me rends compte que le faisceau est beaucoup moins intense que le faisceau qui est passé par le solvant, par le blanc. Donc je continue, je continue, je continue. Et là on peut voir vraiment qu'on a une belle absorbance. On va voir si ça continue d'augmenter. Hop, voilà, vous voyez, là ça a augmenté vraiment beaucoup. Et là, j'ai plus du tout d'intensité lumineuse qui passe. Donc j'ai une absorbance quasiment maximale. Je peux aller jusqu'à 2. En général, les appareils mesurent jusqu'à 2 maxi. Donc là, je continue mon balayage tranquillement et je vois que finalement, mon absorbance maximale était plutôt, vous voyez, j'ai quasiment 2 ici, hop, 1,99, j'aurais pas mieux, je pense. Donc là, j'ai vraiment une absorbance quasi totale de la solution de diode. Donc plus de lumière qui passe. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, si je sélectionne cette longueur d'onde de travail, ça veut dire que la moindre différence de concentration sera mesurable. Sera observable en quelque sorte par l'appareil, puisque je me situe à l'absorbance maximale. Alors en fait, ce que je vous ai montré manuellement avec le petit logiciel, l'appareil va le faire tout seul. C'est-à-dire qu'on va mettre une solution colorée à l'intérieur de l'appareil, on va lui demander de faire un balayage, et en fait, lui, il va balayer toutes les longueurs d'onde, toutes les longueurs d'onde possibles par l'appareil, et ensuite il va mesurer l'absorbance en même temps. Et voilà le type de spectre qu'il va sortir. Ça s'appelle un spectre d'absorbance. Vous voyez qu'il montre à quel point la solution est capable d'absorber en fonction de la longueur d'onde utilisée. Donc ce qui va être important pour nous, vous avez compris, c'est de se placer sur une longueur d'onde qui permet un maximum d'absorbance. Donc il suffit, une fois qu'on a ce graphique, de faire une lecture graphique. Donc je vais chercher le maximum d'absorbance ici, et je vais pouvoir lire la longueur d'onde de travail en abscisse ici. Donc ici, c'est à peu près 425 nanomètres pour une solution de diode.
De cette manière, je pourrais limiter les incertitudes en me plaçant à ce qu'on appelle la longueur d'onde maximale, enfin d'absorbance maximale, le lambda max. C'est quelque chose que vraiment vous devez connaître et être capable de justifier. Je voulais rajouter une petite remarque. Si on vous demande comment justifier la couleur d'une solution à l'aide de son spectre d'absorbance, c'est assez simple, hein. Il suffit de se rappeler que la couleur qui est absorbée par la solution, c'est la couleur complémentaire de la solution. Une fois qu'on a dit ça, on sait justifier. Bien sûr, il faut rajouter le cercle chromatique pour montrer que ici, par exemple, la couleur complémentaire du bleu, c'est bien le jaune. Ça justifie donc la couleur de la solution. Une autre manière de le dire, ça pourrait être d'utiliser l'illustration suivante. Vous voyez, on envoie d'abord de la lumière blanche sur la solution, donc vous voyez que le spectre est parfaitement continu. Et une fois que la lumière est passée par cette solution, si on décompose la lumière, on se rend compte ici que l'arrêt qui correspond aux radiations bleues a disparu. Alors je dis l'arrêt, c'est plutôt la bande, hein. La bande d'absorbance correspond aux radiations bleues, ce qui est cohérent avec le spectre d'absorbance que vous aviez ici. On voit bien que l'absorbance augmente nettement lorsqu'on se trouve dans les radiations bleues. C'est donc normal d'avoir une bande noire ici. Vous devez être capable de faire ce spectre d'absorbance éventuellement. Alors, maintenant qu'on a compris pourquoi une solution colorée absorbait certaines longueurs d'onde et comment mesurer cette absorbance, on va s'intéresser à la courbe d'étalonnage et à son utilisation. Donc si je prends cette situation, j'ai confectionné une gamme étalon de solutions de diode. Alors j'aurais très bien pu garder l'exemple de tout à l'heure du permanganate, le principe est exactement le même. En tout cas, cette gamme étalon a la particularité d'avoir des concentrations parfaitement connues. C'est-à-dire qu'on connaît la concentration de ce flacon, de ce tube à essai, de ce tube à essai, etc. Et grâce à l'appareil, on va pouvoir mesurer l'absorbance de chaque échantillon, de chaque étalon. Donc, on procède aux mesures et on trace cette fameuse courbe d'étalonnage de l'absorbance en fonction de la concentration. Et une fois qu'on a tracé cette courbe, enfin au moins mis les points, on va justement modéliser cette courbe. Et donc, on s'aperçoit ici que la courbe de modélisation est en fait une droite. On reparlera tout à l'heure. Une petite parenthèse sur la modélisation. Bon, j'ai fait exprès d'exagérer un peu les choses, mais vous voyez qu'ici, beaucoup de points ne collent pas à la courbe. Ça, il ne faut pas que ça vous inquiète, c'est normal, c'est expérimental, et une courbe de modélisation, c'est tout simplement un modèle mathématique qui va essayer de coller le mieux possible à la réalité expérimentale. Donc ce ne sera jamais parfait, il faut juste que ça colle avec le maximum de points, autrement dit que ça passe par une position moyenne des points. D'accord ? Autre point important ici. Vous voyez qu'ici, cette droite de modélisation passe par 0. Ça, c'est un fait important dans l'absorbance, puisque on comprend facilement que s'il n'y a pas de substance colorée, c'est-à-dire si la concentration en substance colorée est nulle, l'absorbance sera nulle. On se rend compte de ça facilement en regardant les tubes. Regardez, ici j'ai une concentration très importante. On voit que la lumière a du mal à traverser. L'absorbance est forte. On va être plutôt de ce côté de la courbe en fait. Alors qu'en diminuant la concentration, on constate que le tube est de plus en plus transparent, la lumière a de moins en moins de mal à passer, donc l'absorbance va finir par tendre vers 0 lorsque la concentration sera nulle. Bon, ça c'est fait. Ensuite, on n'oublie pas notre objectif. Imaginons qu'on a une solution de diode de concentration inconnue, l'objectif est de connaître cette concentration. Et on va se servir de cette droite d'étalonnage. Comment ? Eh bien tout simplement, on va mesurer l'absorbance de cette solution inconnue. Et comme on a une courbe d'étalonnage qui nous donne l'absorbance en fonction de la concentration, et bien tout simplement en reportant cette absorbance sur le graphique, on va pouvoir lire la concentration. Pour ça, il suffit de faire le projeté, tout simplement, de l'absorbance sur la courbe, et ensuite de faire le projeté vers l'axe des abscisses pour avoir la concentration inconnue. Voilà pourquoi une courbe d'étalonnage de l'absorbance peut permettre de déterminer la concentration en espèces colorées d'une solution. Alors une remarque intéressante qu'on peut faire ici par rapport à la modélisation. Je vous ai dit donc que c'était modélisé par une droite et une droite qui passait par 0. Ça, il faut que ce soit bien automatique chez vous. Quand vous avez ça, c'est un modèle mathématique bien connu, c'est bien sûr la fonction linéaire. Hein, ne pas confondre avec affine.
qui est de type y égale ax plus b, c'est bien y égale a fois x. Ça passe par 0, le b est nul. Donc on va pouvoir modéliser l'évolution de l'absorbance en fonction de la concentration avec cette égalité a égale à k fois c, k étant le coefficient directeur de la droite. Et enfin, la loi de Beer-Lambert. Donc on vient de voir que l'absorbance était proportionnelle à la concentration en substance colorée. On avait vu l'équation A égale K fois C, K étant le coefficient directeur. On peut expliciter ce coefficient directeur, c'est tout simplement epsilon qui dépend de la longueur d'onde utilisée, fois L qui va dépendre de la largeur de la cuve, fois la concentration en mol par litre. Et donc epsilon fois L, c'est bien le coefficient de proportionnalité. Le epsilon, on appelle ça le coefficient d'absorption molaire, en mol moins 1, litre centimètre moins 1. Sachant qu'en première S, on ne devrait pas trop vous embêter avec cette formule-là. En général, dans les sujets, on voit plutôt l'utilisation du coefficient directeur K. Bon, il faut quand même connaître son expression générale. On peut très bien vous la demander en question de cours. Mais en première S, c'est pas très pertinent de vous titiller là-dessus, quoi. Voilà, on en est avec ce chapitre. On se retrouve en cours. À bientôt.